Nous allons donc poursuivre cette troisième journée. Vous avez vu avec la rencontre précédente qu'on a beaucoup déjà parlé de questions qui font un peu un pas de côté sur ce qu'on attend d'une rencontre, d'un festival qui parle d'écologie. Voilà, donc en convoquant l'histoire des questions pétrolières. Et il nous semblait important pour quelque chose, un thème qui se nomme écologie de l'attention, aussi de se tourner vers des choses que les sciences sociales ont peut-être un peu délaissées. Les sciences sociales, depuis pas mal d'années, se tournent vers les non-humains, appellent à prendre soin du vivant. Mais la question des choses et de prendre soin des choses est un peu absente des débats. Donc on est très ravis, vraiment ravis d'accueillir à la fois Jeanne Guyien, Jérôme Denis et puis Julie Clarini Pardon, je l'ai fait. Non, aucun commentaire. Non, là, je dois dire... Non, je dois dire que... de l'observateur qui va animer cette rencontre. Voilà, bonne rencontre. On finira vraiment à l'heure, puisque en fonction vous avez vu qu'en raison des conditions météo, on va un peu jongler pour le montage du spectacle, puisque normalement il devait avoir la salle tout l'après-midi pour monter. Donc on va essayer de maintenir le timing, mais ça va être un peu chaud pour tout le monde. Voilà, bonne rencontre. Merci Emmanuel. Et je te signale juste qu'on dit l'Obs. Voilà. Mais bon. Et alors, bien. En ma qualité de modératrice, d'abord, je voudrais vous prévenir qu'il y a eu des discussions de haute volée cet après-midi, stratosphériques, parce que si certains étaient là en début d'après-midi, on est même allé jusqu'au système Mars, système Vénus. Hein. Et nous, alors, en fait, ça va être tout à fait autre chose, parce que nous, on va juste parler de trucs. Voilà. On va parler de bidules, de choses, d'objets, de tout ce qui nous entoure là. Et qu'on peut, d'ailleurs, la langue française est très riche pour désigner ce qui nous entoure, qui n'est pas du vivant. Donc, on va parler de tout ce royaume-là, un peu ignoré d'ailleurs, comme l'a dit Emmanuel, et on va y revenir tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est que, objet inanimé, moi, tout de suite, je me suis dit, c'est Lamartine, voilà. Est-ce que les objets ont une âme ? Il y a eu une très belle exposition il y a quelques années sur la question de la présence qui avait été faite par des anthropologues et qui certains sont venus à la manufacture. Est-ce qu'il y a une présence du non-vivant qui nous hante, etc. Donc évidemment, la question de l'âme, elle est très intéressante, mais il y a plein d'autres questions qu'on pourrait se poser sur les choses. Très vite, si on y réfléchit, en fait, on sait pas, la plupart du temps, on ne sait pas de quoi elles sont faites. Et même, on sait de moins en moins de quoi elles sont faites. C'est la fameuse complainte du mécano qui ouvre le capot de sa voiture et qui dit « j'y comprends plus rien, ils ont mis du numérique partout ». On est tous un jour dans notre vie un peu ce mécano. On ne sait pas non plus finalement ce qu'elles nous font. Et là, je vous renvoie à tous ces articles justement dans la presse, dans les magazines, qui se demandent si on n'est pas devenu accro au téléphone portable, si on est sûr qu'on n'est pas devenu complètement aliéné par les objets. Donc en fait, on ne sait pas si ça nous rend service, si ça nous fait plaisir ou si ça nous aliène. Ce qu'on sait en règle générale, finalement, c'est à quoi ça sert. C'est-à-dire une machine à laver le linge, ça lave le linge, une voiture, ça avance. Bon, là, on est à peu près clair. Mais sinon, pour tout le reste, c'est pas du tout évident. Et je me disais que voilà, ça, c'était la chose qui était claire. Et pour moi, la deuxième chose qui est claire maintenant que j'ai lu les deux livres dont on va parler ce soir, celui de Jérôme Denis et celui de Jeanne Guyien, c'est que les choses, ça fabrique des très bonnes sciences sociales en ce moment, qu'il se passe vraiment quelque chose de passionnant autour de la question des choses. Donc ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi est-ce que les choses, aujourd'hui, ça produit des sciences sociales relayeuses, pour reprendre l'expression d'Isabelle Stengers tout à l'heure, c'est-à-dire des sciences sociales qui construisent des problèmes, qui les relaient et qui, alors puisqu'il faut faire sa petite allusion au catholicisme, j'ai bien compris, moi c'est pas mon truc, mais je veux bien devenir prosélyte parce que j'ai été absolument enthousiasmée par ce que j'ai lu. Voilà. Alors, l'intérêt de cette ouverture aux choses, et Emmanuel l'a déjà un petit peu dit tout à l'heure, c'est qu'elle vient en écho, elle vient en cohérence, mais aussi peut-être un peu en rivalité, en concurrence avec l'intérêt qu'on a pour le vivant, qui est l'intérêt un peu, je dirais, la manufacture des idées. Elle s'est construite autour de la question du vivant. Et c'est comme si il y avait eu
à une sorte d'effacement de la question des choses par la question du vivant, comme si depuis 10-15 ans, on avait tellement pris conscience de la crise de la sensibilité dans laquelle on était, c'est-à-dire qu'on ne s'intéressait plus à la nature, à nos liens avec les animaux, qu'on était en train là de tout rattraper, d'essayer d'écrire qu'est-ce que ça voulait dire qu'un lien, comment on le construisait, comment on pouvait l'imaginer, etc. Et que du coup, les choses étaient passées complètement en dessous. Donc, alors que quand même, justement, je me faisais la réflexion, c'est qu'il n'y a guère que dans le liquide amniotique qu'il n'y a pas de choses, parce que même dans les cercueils, on apporte des choses. Donc en fait, c'est partout les choses. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cette espèce de transfert d'attention qui s'est fait au détriment des choses? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. En tout cas, ça mérite que ces choses qui sont si importantes, que nous vivons, dans lesquelles, avec lesquelles nous vivons individuellement et collectivement, et la façon dont elles nous font agir individuellement et collectivement, ça méritait que ce soit construit comme un problème de sciences sociales et même un problème politique. Voilà, c'est ce que fait, alors, par exemple, Jeanne Guyen dans ses livres. J'en ai apporté qu'un, le consumérisme à travers ses objets, qui est paru aux éditions La Divergence. Elle a aussi signé une histoire des produits menstruels, qui est paru dans la même maison d'édition. Jeanne Guyen, elle a fait sa thèse en philosophie sur l'obsolescence, que je trouve intéressant. C'est pas forcément en philosophie qu'on aurait imaginé réfléchir sur ce thème, et elle est aujourd'hui chercheure indépendante. Et Jérôme Denis est professeur de sociologie. Il est rattaché au Centre de sociologie de l'innovation de l'École des Mines. Et alors, pour le situer, ce centre de sociologie de l'innovation, c'était le moment où, dans les années 80-90, Bruno Latour et Michel Calon officiaient, et ça a été un moment très important de l'espoir pour le dire vite, des science studies, ou même des études de la technique. Voilà, c'est l'endroit où les ingénieurs réfléchissent à ce qu'ils font, un peu, grosso modo. Alors, on ne peut pas parler des choses en général, évidemment, on va prendre un angle aujourd'hui, celui du soin des choses, donc celui de la maintenance, celui de l'entretien, celui de la durée. Mais avant, en préambule, je voudrais quand même demander à Jérôme Denis, qu'est-ce que ça lui fait de venir ici, dans le temple du vivant, avec cette ironie qu'en fait, ici, pour tout le monde, Bruno Latour, c'est le penseur du vivant, comme Philippe Descola, comme Isabelle Stengers, on pourrait, comme Donna Haraway, peut-être toute cette famille qui est très représentée là. Mais il y a un Bruno Latour des objets, en fait. Oui, il y a un Bruno Latour des objets, effectivement, qui a un peu disparu du paysage par plusieurs Bruno Latour qui sont devenus le Bruno Latour de Gaïa, avec d'ailleurs Donna Haraway et Isabelle Stengers en conversation permanente, évidemment, et puis qui a été suivi aussi par beaucoup sur les questions du vivant. Et ce qui est intéressant, c'est que Bruno Latour, ce qu'il appelait les non-humains au départ, c'était les objets techniques. Et il a fait un travail dans les années 80 formidable, beaucoup avec Madeleine Acriche aussi, qui était une étudiante de l'École des Mines et qui est devenue une très grande chercheuse, toujours encore aujourd'hui au Centre de sociologie de l'innovation, qui s'est intéressée à cette question du rôle, de la place des objets techniques et des objets en général. Alors, ce qui est vraiment chouette, c'est on parlait des blagues au tout début dans la première conférence de Donna Haraway, c'est que ça permettait à Bruno Latour, qui aimait beaucoup faire des blagues, de faire plein de blagues et de prendre des objets les plus idiots possibles, qui est aussi un exercice formidable à faire en sciences sociales et qui est une longue tradition, mais il a par exemple fait des choses sur le porte-clés d'hôtel, sur le gros hydraulique qui referme la porte tout seul, les ralentisseurs, les ceintures de sécurité, etc. Et à travers même l'ordinarité, le caractère vraiment très, très simple, très quotidien de ces objets dans leur présence, il a en fait interpellé en partie les sociologues. Et il s'est fâché, il aimait beaucoup se fâcher avec les sociologues, il s'est fâché à plusieurs reprises avec les sociologues qu'il n'aimait pas beaucoup en France. Et il se fâchait avec eux en leur disant « mais vous parlez du social, vous parlez de la société, mais il y a une masse manquante énorme dans votre histoire. Vous parlez du social sans objet. Comment vous pouvez parler du social sans objet ?» Et dans ces travaux, en gros, il y a plein de choses sur ces questions-là. Il y a une dimension innovation que je n'évoquerai pas ici. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais il y a peut-être deux enseignements qui sont très très importants.
et qui sont sans doute à re-questionner, alors même qu'on a l'impression qu'ils ont à nouveau disparu, qu'il y a à nouveau des masses manquantes aujourd'hui dans certains débats sur certains aspects du vivant, pour pas trop généraliser quand même, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses passionnantes et très subtiles dans tous ces travaux. La première chose, et il avait pour ça travaillé notamment avec une primatologue, il avait dit comment les humains font société. Ils font société avec des choses, avec des objets techniques. Ils ne sont pas les seuls animaux qui font ça, mais malgré tout, ils font ça à une échelle quand même. Voilà. Donc, et surtout, ils ne peuvent pas habiter le monde sans choses. La manière d'habiter le monde des êtres humains, c'est de s'entourer d'objets. Et c'est de les fabriquer. On a beaucoup dit les fabriquer, voilà, on y reviendra, mais évidemment, c'est aussi de les maintenir, ce qu'on a complètement oublié pendant très longtemps. Mais c'est avec des objets. C'est avec des objets techniques. Et les êtres humains habitent le monde avec des vêtements d'abord, et puis avec tout un tas de technologies. Puis après, ça a un peu dérapé, on en reparlera. Mais en gros, on ne peut pas parler de société sans parler d'objets techniques. C'était le premier geste très très important de Bruno Latour et de beaucoup d'autres, hein, et notamment de Madeleine Acriche. Et puis l'autre élément, alors là qui a fini de mettre le feu aux sciences sociales et à tous les gardiens et gardiens surtout du temple du social, c'est qu'en fait les objets agissent. Ils ont leur propre manière d'agir et ils font faire aussi et ils ont tout un tas des formes de modes d'existence. C'est plus tard qu'il discutera Souriau, sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir. Mais ils sont très variés, évidemment. On ne peut pas dire les objets en général. Mais ce qui intéressait à cette époque-là, dans les débats Bruno Latour, c'était de dire que les objets agissent et ils font faire, ils obligent, ils empêchent, ils rendent possible, ils transforment et ils agissent jamais complètement de la manière que leurs inventeurs ont pensé qu'ils agiraient. Donc ils débordent et les usagers eux-mêmes débordent de la manière d'eux. Et donc tout ça produit pas du tout des choses fixes, mais une constante mutation du social. Donc c'était pas non plus l'idée de dire qu'il y avait une espèce d'infrastructure immobile qui figeait les rapports sociaux, par exemple. Hein. C'était l'importance des objets, mais qui agissent et qui donc ne cessent de transformer le monde. Alors, elle est très belle, cette image de la masse manquante du social. Jeanne Guyen, là, en discutant tout à l'heure, on se disait qu'est-ce qu'on voit quand on travaille sur ces sujets-là. Et après, on reviendra à la question de la maintenance. Mais vous disiez, moi, partout où je vais, je vois les déchets. La masse manquante, moi, elle me saute aux yeux et sous la forme du déchet. Oui, j'ai commencé à travailler sur la question de la réduction de la durée de vie des objets parce que je m'intéressais aux déchets, en fait. Alors, Haraway nous disait qu'elle voyait des chiens partout. Chakrabarty nous a dit que sa collègue voyait la glace disparue sur la roche. Et c'est vrai que quand on commence à observer les déchets et puis les objets jetables et puis toutes les marchandises, en fait, dont la durée de vie est limitée et qui sont en général soit des produits à courte durée de vie, soit accompagnés de produits à courte durée de vie, typiquement suremballés, emballés, etc., ou rechargeables, consommables, effectivement, on finit par les voir partout. Et c'est pour ça que je me suis mis à travailler sur l'origine, en quelque sorte, de cette prolifération des déchets, qui est l'apparition d'industries entièrement fondées sur la réduction de la durée de vie des objets comme modèle de rentabilité, comme modèle économique. Et je me suis donc intéressée à la manière dont ça n'a pas été, contrairement au storytelling des entreprises qui font de la posteriori, qui disent il y a un besoin, ça répond à un besoin. Par exemple, l'hygiène, on a besoin de produits à usage unique parce qu'on a besoin d'hygiène et ça résout des problèmes. En fait, ce qu'on observe, c'est que ces produits n'ont pas été voulus avant d'exister, qu'ils ont même eu parfois beaucoup de mal à s'imposer, qu'il a fallu les qualifier et les requalifier sans cesse pour qu'ils soient utiles. Moi, je ne me réfère pas à Latour, mais je me réfère surtout à Calon et à ses co-auteurs qui parlent de la manière dont les objets vont être qualifiés pour être vendus. C'est-à-dire, on va d'abord dire qu'un mouchoir est quelque chose pour se démaquiller, un mouchoir jetable, et puis comme ça marche pas, on va dire que c'est quelque chose pour se moucher. Et puis là, ça va marcher. Donc à l'aide de la communication commerciale. Donc contre le storytelling des entreprises qui nous disent que tous ces produits répondent à des besoins préexistants, essayer de montrer comment, au contraire, ces produits sont inventés ou commercialisés parce qu'ils représentent une opportunité économique à un moment donné, qu'ils sont qualifiés d'une manière opportuniste aussi, et qu'ils vont construire des marchés ou pas, et qu'il va falloir convaincre la population
acculturer une population, et notamment, et ça on y reviendra sans doute, acculturer les femmes dans le cas de la surconsommation, puisque il y avait une tradition, des compétences féminines d'entretien qui existent toujours, mais moins dans l'espace domestique, d'entretien des choses, de réparation, d'autoproduction, et que c'est contre toute cette culture-là qu'il a fallu présenter le jetable comme quelque chose de pratique, d'hygiénique, d'utile, etc. Donc voilà, travailler sur cette acculturation à un monde de marchandises promise à être très vide des déchets. Alors, je reste encore un petit moment sur la question de l'attention et de la façon dont, justement, vous avez déplacé votre attention, ou tout d'un coup focalisé l'un et l'autre votre attention, et vous essayez d'attirer notre attention. C'est intéressant parce que je fabriquais une fausse opposition, justement, entre les penseurs du vivant et vos travaux, mais Jérôme Denis et votre co-auteur, David Ponty, vous écrivez qu'en fait, c'est quand même Morisot qui vous a mis sur la piste. Alors, pas des ours, mais des fissures. Oui, alors, effectivement, je pensais que c'était une autre discussion avec Morisot en introduction. Non, c'est plus loin. Alors, il nous a pas mis sur la piste des fissures. Non, c'est les mainteneurs du métro parisien qui nous ont mis sur la piste des fissures. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a deux aspects dans les discussions qu'on peut avoir autour de la question du vivant. Il y a une crise de la sensibilité au vivant. Voilà. Et c'est là où il n'y a pas du tout concurrence, parce qu'en plus, c'est vraiment pas le but du jeu. Mais je pense qu'il y a un constat complètement partagé, qui est bien celui de la crise de la sensibilité. Hein, et ce que tu évoquais, Jeanne, à l'instant, comme l'acculturation, c'est-à-dire une capacité aussi à ne plus faire attention. Présentée comme, justement, l'allègement d'un fardeau, par exemple, domestique. Comme, vous n'avez plus à faire attention de ça. Et quand on refait l'histoire, dans la très belle histoire de l'obsolescence, à paraître bientôt, que tu as fait dans ta thèse, on voit très bien comment c'est vraiment construit et c'est... configurer une inattention, une insouciance. Et donc cette question effectivement de l'attention à par exemple aux fissures, par exemple aux choses qui s'usent tout simplement, transforme complètement le monde dans lequel les personnes qui font ce geste-là vivent si elles le font pour la première fois. Et peut-être pour continuer sur la question de l'attention, le geste qu'avec David on essaye de faire dans ce livre, c'est de prêter attention à l'attention des mainteneurs et des mainteneuses. C'est de faire ce que Yves Citon appelle un embrayage méta-attentionnel. C'est un bien grand mot, mais il a un exemple très simple qui dit que si vous vous mettez dans la rue, ou si moi je me mets là puis je commence à regarder mon verre pendant un certain temps, il y a des gens qui vont venir et qui vont... Parce que, en fait, je vais faire un transfert attentionnel, c'est-à-dire vous allez prêter d'abord attention à mon attention, et puis ensuite vous allez peut-être vous-même regarder la chose. Et ce sont vraiment les mainteneuses et les mainteneurs au travail, parce qu'on est plutôt sociologue du travail au départ, issu aussi de cette version-là des Science Studies. Ce sont ces travailleuses et ces travailleurs, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, hors domaine professionnel, qui nous ont mis sur la piste des brisures et des fêlures. Mais ce que raconte effectivement Morisot, et qui est intéressant quand il dit que dès qu'on se met à voir, c'est ce que raconte aussi en partie Plumwood, quand on se rend compte de la présence d'un autre et d'un animal, donc en l'occurrence un ours, le monde entier est reconfiguré quand on est en train de faire une randonnée, par exemple, hein, parce que ça devient plus du tout le même monde, en fait. Alors que parce que le régime dans lequel on se trouve pris, le régime d'attention dans lequel on se trouve pris, et en plus là, en l'occurrence, transforme tellement les choses que ce qu'explique Morisot en s'inspirant de Plumwood, c'est que on devient une proie possible, alors que normalement on était censé être sorti de la chaîne alimentaire quand on est un être humain. Alors c'est pas ça que fait la maintenance, hein, et que fait l'attention à la fragilité des choses, aux fissures, à l'usure, etc. C'est pas du tout ça, mais malgré tout, prêter attention à l'attention des mainteneuses et des mainteneurs, c'est vraiment un geste de décentrement ou de recentrement, de refocalisation qui est assez rapide, hein, qui produit quelque chose qui n'est pas très complexe à faire. C'est quand même une compétence professionnelle, mais pas seulement, c'est une compétence sensible. Et ce qui est très intéressant dans les discussions qu'on peut avoir effectivement sur la question du jetable, sur la question de l'obsolescence, c'est que cette attention-là, on l'a perdue. Alors, on et le nous, il faudrait vraiment y faire très, 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 très attention, oui. Encore plus peut-être que toutes les guillemets qu'on a pu mettre jusque-là, parce que c'est quelques personnes, dans des marchés spécifiques, dans des situations très particulières, se sont trouvés à perdre des capacités attentionnelles et des manières de s'inquiéter ou de se soucier ou de voir les choses fragiles.
donc ça a existé il n'y a pas très longtemps, y compris dans les grandes villes, etc. Deux, ça continue d'exister, ce qui est très très important. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout question de dire qu'on va aller chercher soit un peuple, là il faut mettre tous les guillemets possibles, ancestral, comme disait Alexis hier matin. Il n'est pas question d'aller chercher des ailleurs trop lointains, etc. C'est encore là, il y a encore tout un tas de gens. On n'a pas complètement désappris, pour reprendre le terme d'Isabelle Stengers qu'elle utilisait, on n'a pas complètement désappris ça. Ça n'a pas complètement disparu plutôt. Et donc en fait, il suffit aussi d'aller rencontrer ces personnes-là pour apprendre d'elles et faire cette espèce d'apprentissage par leur propre attention à elles. Alors oui, c'est pas un nous qui est effectivement si facile à définir. Par exemple, il y a quand même une très grande attention portée à la voiture pour beaucoup de gens. Par exemple, là, il n'y a pas eu de perte attentionnelle sur un objet aussi essentiel que la voiture. Jeanne, je voulais faire un petit je voulais embrayer un embrayage méta-attentionnel. Ouais, non, alors je le ferai plus tard sur votre livre, mais on y reviendra. Non, il y a cette question, elle est très intéressante de la façon de quoi on prend soin. Et je sais que cette expression, elle vous intéresse. Moi, j'ai tout de suite pensé, en lisant le titre du livre de Jérôme, Le soin des choses, je me suis dit, c'est le care qui revient sur un autre sujet. Est-ce que c'est comme ça que vous l'entendez aussi, vous, la question, le soin des choses, emprunté à ce vocabulaire qui s'est mis à penser les rapports qu'on pouvait avoir qui avait des rapports avec quelle fragilité, et en en tirant un certain nombre de conclusions, mais je vous laisse. Oui, on peut réutiliser ce mot parce que tout simplement, il n'y a pas de soin même des personnes sans objet. Toute activité humaine, même si elle a pour destination un autre humain, est toujours médiée par des objets techniques, notamment le soin évidemment, puisqu'il s'agit en général dans le soin de s'occuper des aspects corporel et matériel de la vie d'autrui. Donc ça se fait évidemment par le recours à toutes sortes d'objets. Et donc ça, c'est une première chose. Et puis aussi, emprunter ce terme et tout son héritage, c'est important parce que, comme je l'ai rapidement esquissé, il y a vraiment des enjeux féministes derrière ces questions dont on parle. Jérôme disait, oui, on perd une attention, etc. Il faut dire qu'elle est invisibilisée aussi. L'attention aux choses est invisibilisée et les personnes qui prêtent attention aux choses ont toujours été invisibilisées. On parle de métiers qui sont des métiers de travail domestique, qui sont des métiers de travailleurs et travailleuses des déchets, du nettoyage, du nettoiement, de la réparation, etc., qui sont des métiers qui sont peu valorisés en fait. Et donc forcément, faire la démarche de nommer ces métiers, de s'y intéresser, de les visibiliser, c'est une démarche féministe. Elle peut être aussi, ça peut aussi s'appliquer à la visibilisation des classes et des races sous-dominées, évidemment. Parce que il y a des questions raciales aussi qui sont prises en compte, qui sont à prendre en compte dans ce domaine, et des questions de classe. Ce sont toujours les populations dominées qui ont la charge du soin des personnes et du soin des choses. Pour reprendre la question d'abord genrée, c'est vrai que l'année dernière, ici même, on entendait Geneviève Pruvot qui venait pour son livre et qui montrait comment, si on refait une histoire en gros, une forme d'histoire écoféministe un peu matérialiste, les femmes, elles ont toujours assumé ce travail domestique invisible de maintenir la vie collective possible. Bien sûr, et dans l'histoire du consumérisme que je fais à travers l'histoire des objets, ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'on a voulu acculturer les femmes à ce travail qu'on leur imposait. C'est-à-dire qu'on leur a dit, oui, vous êtes des travailleuses domestiques, mais maintenant, le travail domestique intéressant, c'est plus de, fabriquer des bougies, fabriquer du savon et repriser des vêtements, c'est faire des courses. Ça, c'est votre domaine, vous les femmes, parce que, et là on a inventé de nouvelles féminités pour justifier cette acculturation, parce que les femmes aiment la nouveauté, les femmes aiment le shopping, les femmes s'intéressent aux vêtements. Bref, on a inventé des nouvelles féminités pour justifier une transformation culturelle qui était rentable économiquement. Et donc, c'est resté un domaine de la féminité, mais une nouvelle féminité tout aussi contestable, qui enferme toujours dans la domesticité, mais une domesticité qui est plus rentable. Pourquoi ? Parce qu'elle est une domesticité liée à l'achat. Et c'est ça le consumérisme. C'est des sociétés dans lesquelles tout acte d'équipement est un acte d'achat, est lié à un acte d'achat.
et non pas d'échanges informels, d'autoproduction, etc. Donc voilà, il y a une féminité consumériste, on va dire, qui a dû être construite pour maintenir les femmes dans la domesticité tout en leur prenant un peu plus d'argent. Alors si on fait un peu d'histoire, ces nouvelles féminités, c'est les années 50-60 que... Ça dépend où, hein. Je suis tout à fait d'accord avec Jérôme Denis quand il dit bon, attention aux ailleurs, attention aux camps. Évidemment, moi c'est une histoire qui va beaucoup m'amener aux États-Unis parce que c'est en général là qu'ont été inventés les produits jetables, ou s'ils n'ont pas été inventés, c'est là qu'ils ont trouvé un marché de masse en premier. Mais il y a différents moments, la fin du 19e siècle, l'entre-deux-guerres, les années 50-60, les années 80. En fait, il y a tellement de produits jetables qui sont inventés, il y en a plein qui sont inventés tout le temps. Donc si vous prenez un appareil photo jetable, vous parlez des années 80, les piles électriques, les années 80. Si vous me parlez des serviettes hygiéniques, on peut remonter à la fin du 19e siècle, etc. Donc ça dépend des objets et des moments historiques, bien sûr. Alors, Jérôme, on revient à la question maintenant de la domination, au-delà de la question du genre, la domination de classe aussi. C'est très symptomatique. C'est la façon dont vous avez été mis sur la piste. Vous dites qu'on a été mis sur la piste en faisant une enquête. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, une enquête sur la RATP. Et c'est au tout dernier moment, alors que vous étiez, d'après ce que j'ai compris, presque en train de terminer cette enquête, que quelqu'un a pensé à vous dire: vous devriez voir les gars de la maintenance. Oui. Oui, ça a été fondamental, et c'est aussi ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est détaché, ou on a prolongé les travaux de Bruno Latour sur les objets, précisément parce qu'on était ultra latourien sur la signalétique du métro, limite fétichiste. On voulait comprendre, parce qu'on travaille beaucoup sur l'écriture avec David depuis très longtemps, comment des objets graphiques de la signalétique du métro arriver à ordonner le monde de cette manière-là. C'est juste des mots. Donc, on avait fait la reconstitution de l'invention d'une nouvelle signalétique dans les années 90, qui était la même du coup pour le bus, le RER, le métro, ce qui était une grande innovation, mais qui était quand même déjà très fragile sur le point, parce qu'il y avait peu de gens qui s'y intéressaient. Et on était fascinés par ça. On disait, mais pourquoi ça fonctionne ? Ce que disait beaucoup Latour à cette époque-là, pourquoi est-ce que les objets agissent et font société ? Parce qu'ils durent et qu'ils sont solides. Quand on disait, et très très souvent, quand les gens en sciences sociales disaient il faut prendre en compte la matérialité des choses, ils faisaient ça. Parce que c'est ce qui résiste, c'est ce qui tient. Et on avait, effectivement, on s'était beaucoup attaché à ce temps de la conception. Ça résiste et ça tient parce que c'est en émail, en tôle émaillée, que ça a été standardisé dans des normes, etc. Et puis la personne responsable de la normalisation, effectivement, nous dit quasiment à la fin: est-ce que vous êtes allé voir les gars de la maintenance ? Notre œil s'allume, surtout que jusque-là, on avait fait surtout les entretiens, et que nous, comme on peut le voir dans le livre, ce qu'on aime bien quand même, c'est accompagner longtemps les gens sur leur site de travail, d'activité, faire de l'observation. On a dit non, et on y est allé, et on est reparti pour 1 an d'enquête. Parce que les mêmes panneaux, on les a... Alors c'est là aussi où j'expliquais, c'est-à-dire que c'est là que le transfert attentionnel s'est fait. Les mêmes panneaux qu'on voyait tous les jours, on était des néo-parisiens à l'époque, hein, on n'est quand même pas parisiens depuis le début, et puis David, depuis il est reparti. Les mêmes panneaux qu'on voyait tous les jours sur nos yeux, on les voyait complètement différemment. Ah, punaise, celui-là rouille, celui-là il est plus là, celui-là il va tomber, celui-là, etc., etc., etc. Et toute le mythe, mais qui existe grâce à eux, hein, finalement, de ces panneaux qui sont là partout, et on peut le faire avec des tonnes d'objets, existe parce que des gens s'en occupent. Alors, des gens qui ne sont pas n'importe qui sont quand même les derniers qu'on cite, et qu'on appelle, avec cette expression à la fois sympathique et peut-être un tout petit peu dépréciative, les gars de la maintenance. Les gars de la maintenance, exactement. Et qui sont des gens qui... alors, c'est vraiment le point important. Il y a un autre héritage. Alors, ce qui est vraiment l'héritage, effectivement, des travaux féministes, notamment du travail de Lee Starr, qui, depuis longtemps, avec beaucoup d'autres, avait essayé de discuter un peu les récits un peu héroïques, y compris des sociologues de l'innovation qui voulaient quand même un peu déjà atténuer ces récits héroïques, mais qui ne parlaient que des vainqueurs. Et Lee Starr avait dit, mais il y a plein d'autres gens dont vous ne parlez pas et qu'il faudrait parler. Et elle a un terme qui est faire remonter à la surface le travail invisible. Qui est très intéressant parce que c'est un terme invisible et un mot un peu compliqué parce qu'il a l'air un peu évident comme ça. Et si on réfléchit, les mainteneurs ne sont pas du tout invisibles. On les voit tout le temps, on les croise tout le temps. C'est ce qui nous avait frappé d'ailleurs en les accompagnant dans le métro. Ils sont là sur le quai avec un escabeau en train de remplacer un machin. Par contre, effectivement, les gens les contournent, etc. Donc Goffman avait très bien travaillé ça en disant que c'est des non-personnes, mais ils sont négligés.
c'est pas pareil. Et ils sont négligés parce qu'ils ont été effectivement, là aussi, il y a un travail de configuration, c'est-à-dire ils sont au service d'eux. Et donc, en étant négligés, on les met dans des formes de coulisses qui ne sont pas que des coulisses d'invisibilité, mais on rend possible des voyageurs qui font pas gaffe que on prend soin et on répare et on maintient. Si on prend ce bâtiment-là, on pourrait en faire une histoire architecturale et on pourrait dire il tient bien, effectivement il agit lui-même, etc. Mais on ne peut pas en faire une histoire correcte. On ne peut pas comprendre comment est-ce qu'il participe, par exemple, de cette discussion, en faisant complètement, en oubliant en tout cas les personnes qui s'en occupent, soit le soir, soit plusieurs fois par an, soit s'il y a une inondation qui vont venir, soit qui justement vérifient les gouttières, l'électricité. Je sais qu'Emmanuel voulait qu'on en parle. C'est-à-dire que donc il y a une opération qui est faite de repeuplement. C'est-à-dire que les premiers travaux sur les objets avaient voulu repeupler les sciences sociales des objets, et l'idée c'est de repeupler ça en disant mais en fait il y a des gens qui s'occupent des objets, donc il faut certainement pas faire cette espèce de scission là comme ça qui est peu intéressante entre humain et non humain d'ailleurs, et on a les mêmes débats aujourd'hui sur les questions de ce que c'est que la vie et ce que c'est que le vivant. C'est remettre en lumière ces personnes, leur savoir-faire, leurs compétences, leurs souffrances. Ce sont des gens qui, pour beaucoup, comme énormément de travailleurs, mais souffrent et souffrent au travail, ont des troubles musculo-squelettiques, leur savoir, leurs connaissances sont négligées, méconnues, voire empêchées, alors pas interdites, le terme est trop fort, mais elles sont négligées et oubliées aussi, ce qui est un point fondamental, notamment parce que ça, c'est Julian Orr qui le raconte dans son enquête sur les photocopieurs, et c'est vraiment très très important dans les travaux qu'on a pu faire, c'est que les mainteneurs, comment ils font connaissance, ils se racontent des histoires. Et ils sont des faiseurs et des faiseuses d'histoire. Ils se rappellent, ils se racontent, ah ouais, tu te souviens, là, le machin, qu'est-ce que c'était, on n'arrivait pas, c'était un truc super compliqué. Ce cas du panneau qui avait disparu et qu'on ne savait pas s'il fallait le mettre ou pas. Ce photocopieur avec ce client qui faisait ça comme ci, machin, etc. Et en se racontant ces histoires-là, en plus, voilà, ils nous aident à raconter des histoires et ils produisent des formes de connaissances qui sont très précieuses et qui risquent aujourd'hui en partie de disparaître. On parlait de l'oralité aussi tout à l'heure, de la question de ces transmissions de savoir et de connaissances orales, qui risquent de disparaître parce qu'elles ont un format particulier qui fonctionne s'il y a des formes d'organisation du travail, par exemple, bien particulières. Si il y a, par exemple, des entreprises de maintenance, des grosses entreprises de maintenance qui embauchent des poules, souvent d'hommes. On est, mettons, dans les services électriques pour les bâtiments. Et puis, vous avez pris un contrat avec cette entreprise, vous appelez, vous dites, voilà, j'ai un problème. Oui, je vous envoie quelqu'un. Et en fait, la manière dont le travail est organisé, c'est qui est-ce qui est libre, machin, tiens, toi, t'es là, je t'envoie là. Et puis, la fois d'après, ce sera quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une catastrophe pour le travail de maintenance. Et il y a certaines entreprises qui le savent très, très bien. Parce que les mainteneurs et les mainteneuses qui font ce travail-là apprennent à connaître en singularité l'objet précis dont ils s'occupent. Cet ascenseur-là, on nous l'a raconté il n'y a pas très longtemps. Cet ascenseur, je le connais, je sais comment, je sais ce qu'il faut faire. Si je fais celui-là, puis demain je fais celui-là, puis après je fais celui-là, etc. Les gens que j'ai en face n'ont pas la même personne, ils ne peuvent pas me raconter la même histoire, ils ne peuvent pas continuer l'histoire. Moi, je ne sais plus ce que fait cet ascenseur, je ne sais pas comment il marche, je le traite comme un ascenseur, mais ça n'existe pas, un ascenseur. Cet ascenseur-là, c'est comme ça qu'il faut en prendre soin. Donc il y a aussi l'idée de faire remonter à la surface ces travailleurs, ces travailleuses, et ce travail, c'est aussi un enjeu très concret d'organisation de ce travail et de valorisation, comme tu évoquais, qui est une valorisation à des niveaux multiples. C'est des valorisations financières, et c'est des valorisations de leur propre savoir situé. Oui, j'ajoute sur cette négligence qu'elle est aussi due à l'association trop fréquente et là aussi issue d'une communication commerciale entre technique et innovation, la réduction de toute technique, tout acte technique à l'innovation, la figure de l'inventeur, etc. Tu pourrais rappeler ce chiffre que la plupart des ingénieurs sont en fait occupés à faire de la maintenance. De la maintenance, oui, je crois que c'est 80%. 80%, c'est bien temps, ça. En tout cas, c'est ça. Voilà, donc les ingénieurs qui sont formés avec la promesse de devenir de grands inventeurs, en fait, sont principalement occupés à la maintenance. Donc voilà, il faut rappeler que l'innovation est une toute petite partie de l'activité technique. Et j'aime bien l'exemple du photocopieur ou plus généralement des imprimantes parce que c'est l'exemple type des objets qui ne marchent pas tout seuls. Je suis sûre que
tous les gens qui ont déjà eu une imprimante ici savent bien qu'elle marche jamais. Ça fait partie de l'histoire de l'imprimante. L'imprimante, mais elle fonctionne pas. Mais attends, il n'y a pas d'encre. Mais il faut aller chercher du papier. Donc, et typiquement, les personnes qui maintiennent les photocopieurs, les imprimantes dans des endroits où ils sont très utilisés, les milieux scolaires, les entreprises, etc. Là, c'est pas quelqu'un, pour le coup, c'est une personne qui vient tout le temps, et il y a tout le temps un problème, et il faut bien connaître cette imprimante-là. Donc c'est comme l'ascenseur, je trouve que c'est un exemple très parlant du fait que les objets ne fonctionnent pas tout seuls, même les machines. Et pourtant, pourquoi on pense qu'ils fonctionnent tout seuls? Pourquoi on pense que c'est des grandes innovations? Parce que là aussi, ce sont des promesses issues d'une industrie de la communication et de la publicité qui en ont fait des signes du progrès et donc des objets désirables. Il y a une petite vidéo, peut-être que vous l'aviez vue, qui a circulé l'année dernière, où on voyait Omar Sy habillé en mainteneur de la RATP. Il était dans les couloirs de la RATP, dans le métro parisien, et puis il faisait un truc. Et donc il rentre, il fait le truc, il ressort, je sais pas, il trifouille un truc. Il ressort et personne ne le reconnaît. Parce que, comme tu disais, Jérôme, ce sont des gens totalement invisibles. Voilà. Même quand on est Omar Sy, c'est-à-dire voilà. Et donc ça m'amène à une petite question sur l'absence de noblesse aussi. C'est-à-dire que c'est pas très héroïque finalement maintenir. C'est la discrétion absolue. C'est aussi pour ça qu'on les voit pas. Parce que quand la machine ne marche pas du tout, qu'elle est en panne et que quelqu'un vient, là on remarque la personne qui vient. La personne qui vient toutes les semaines vérifier que ça marche, on la voit pas. Oui, là aussi, c'est un enseignement, un héritage des travaux féministes sur l'importance de ce travail quotidien, modeste, sans cesse répété. Et je me dois absolument de mentionner l'artiste formidable qui est sur j'allais dire la pochette, sur la couverture de ce livre, qui est Mirle Laderman-Youkeles, qui a inventé le maintenance art dans les années 60. Fin des années Alors 60. voilà un embrayage méta-attentionnel. Voilà. Parfait. Youkeles, elle commence à être une grande artiste conceptuelle dans les années 60, et puis elle a un enfant. Et quand elle se met à s'occuper de ce qu'elle fait à la maison en tant que femme, même si c'est une grande artiste conceptuelle, qu'elle change son enfant, qu'elle lave la salle de bain, elle se dit « Mais il fait quoi Pollock là en ce moment-là ? Pourquoi lui, ce qu'il fait, c'est de l'art ? Et pourquoi ce que je fais moi, c'est pas de l'art ?» Et à partir de là, elle fait ce que De Certeau appelait une complète inversion du pensable. Elle va essayer de faire rentrer la maintenance dans l'art, mais du coup en transformant complètement l'art. Puisque elle a de nombreuses performances sur lesquelles on pourra ou pas revenir, mais dont une qui s'appelle « Je fais du maintenance art tous les jours, au moins 1 heure ». Et elle interroge des tonnes de personnes pour travailler avec elle sur ces activités, pour dire alors ça, on le met au musée ou pas? Oui, non, comment? Là, on le voit pas très bien là, même si le traitement photographique de la découverte est quand même très beau. Elle lave les marches d'un musée pendant 8 heures. C'était ça, l'œuvre d'art, la performance. Donc évidemment, les gens rentrent dans le musée, ils font des traces, elle lave, elle relave, il faut le refaire. Elle repart, les gens repartent, elle relave, il faut le refaire. La maintenance, il faut le refaire. Donc ça veut dire des choses très importantes, effectivement, notamment par rapport à une certaine idée de la réparation qu'on a commencé déjà, on a bien vu, à problématiser dans la discussion sur des réparations plus utilisées comme un terme plus métaphorique, sur la question de réparer l'histoire, où on voyait très bien, la discussion était absolument passionnante et remarquable pour dire ce terme réparer, il va pas très bien. Pourquoi ? Parce que la réparation est souvent très immodeste. Et la réparation est faite très souvent par un héros, très souvent masculin, qui vient sauver le monde en le remettant dans l'ordre. Là maintenant, c'est pas ça. Et il y a un exercice très simple qu'on aime beaucoup faire avec David, notamment en discutant avec le très beau livre de Pierre Kay qui s'appelle Durer. Là maintenant, c'est un acte au présent. Et la différence avec les moments de réparation disent assez bien ça. Un objet peut avoir été réparé. Et s'il a été réparé au passé, normalement, on ne le répare pas tout de suite. Alors que si un objet a été maintenu, il faut continuer à le maintenir. La maintenance, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps au présent, qu'on refait sans arrêt. Et les personnes qui font ce travail-là sont effectivement des personnes qui... Alors, oui, qui, on pourrait dire presque par nature, entre guillemets, se retrouvent à être invisibilisées. Oui et non.
parce que est-ce que vraiment, c'est un peu comme toutes les choses que pour revenir à la tour et aux gens qui avaient montré comment les scientifiques travaillaient, est-ce que vraiment c'est important qu'on ne sache pas que les scientifiques ont du mal à trouver ce qu'ils trouvent, que dans leur compte rendu ils effacent toutes les conditions dans lesquelles ils ont eu leurs résultats? Est-ce que c'est si important de ça, de ne pas voir les femmes de ménage en heure de travail et qu'elles travaillent à 5h du matin ou à 23h le soir, par exemple? Est-ce que c'est la condition essentielle de la réussite de leur activité? Pas forcément. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on considère que, entre guillemets, la maintenance, c'est... Parce qu'effectivement, c'est l'art de faire comme si rien ne se passait. Hein, c'est ça, une partie de la maintenance en faisant les choses. Mais cet art-là, il a aussi une histoire de l'idée... Alors, c'est moins l'idée du produit de consommation-là que du service, mais c'est une histoire très proche. C'est une histoire où un bon service, c'est un service qui est invisibilisé, effectivement. Et là, on peut remonter à la question des domestiques, hein, dans le travail domestique. Mais ça a aussi une histoire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas naturel qu'on ne voit pas les gens qui s'occupent des choses que d'autres personnes, en tant qu'usagères, utilisent sans s'en soucier, quoi. C'est pas quelque chose de naturel. Moi, je dirais qu'il y a le pouvoir se construit de l'invisibilisation des services rendus à la personne qui a le pouvoir. C'est-à-dire que j'observe beaucoup, par exemple, les gestes de mise à la poubelle et le plaisir qu'on prend à jeter des choses, bam, déchirer, jeter, brûler. On pourrait naturaliser ça en y voyant une psychanalyse de la mort, que sais-je. En fait, je pense que souvent, si on prend plaisir à jeter les choses, c'est parce que c'est un acte de délestation d'un objet, mais aussi d'un travail qu'il y aurait à effectuer pour se débarrasser de cet objet. Et c'est tout le mépris social qu'il y a à dire quelqu'un va le ramasser de toute façon, et qui est quelque chose qui permet de se grandir ou de croire se grandir socialement. Donc je pense que voilà, la reproduction des structures de pouvoir fonctionne aussi sur l'invisibilisation permanente de tout ce dont on a besoin en réalité pour maintenir notre propre vie. C'est l'inverse des bullshit jobs définis par David Graeber, voilà, qui disait voilà, plus vous faites un métier qui n'a pas de sens, plus vous gagnez de l'argent, plus vous êtes visible, et l'inverse fonctionne quasiment dans une symétrie parfaite. Oui, on le voit. Alors, on l'a vu beaucoup pendant les épidémies, mais moi, je travaille plutôt sur les grèves des éboueurs, et qui sont l'exemple type du métier absolument essentiel, qui s'est construit aussi, voilà, sur toute une identité du travail physique, etc., et qui est le métier totalement invisibilisé. Pourtant, pour le coup, c'est pas à quelqu'un. Les éboueurs, du moins quand ils sont pas pris dans des sociétés privatisées de sous-traitance, ont un rôle comparable à celui qu'a pu avoir le facteur, hein, d'interconnaissance, mais qui sont, voilà, des métiers essentiels invisibilisés et maltraités, et dont le caractère essentiel apparaît à chaque interruption de leur travail. Et à ce moment-là, alors évidemment, tout le monde se met à se plaindre de ceux qui ramassent les déchets et non de ceux qui les produisent. Alors, je voudrais repartir sur quelque chose qu'on a esquissé là, à l'instant, la question de la réparation. Parce que toi, tu es philosophe, et je t'entendais tout à l'heure, on prenait un verre, là, et tu disais, oui, ce mot réparation, maintenant, il est quand même mis à toutes les sauces, et moi, j'aime bien les concepts un peu durs, donc je voudrais savoir ce que tu entendais par là. Et comme ça, ce sera une façon d'embrayer, puisqu'on passe notre temps à embrayer, sur les réparations impossibles, puisque dans ton fabuleux petit livre, sur les objets à courte vie, il y a les gobelets, les vitrines, les mouchoirs, les déodorants et les smartphones. Et ça intéresse tout le monde, ça. De parler du smartphone ? De la non-réparation des smartphones, oui. D'accord. Alors sur la question de l'immensité sémantique du mot réparation, c'est parce que j'ai été il y a quelques mois à des rencontres de 4 jours de cycle de conférences sur le thème de la réparation, et effectivement, on abordait des questions des domaines très très variés, de la psychanalyse, de la décolonisation, etc. Et puis quand on est arrivé avec notre table ronde sur l'obsolescence, on a remis un petit peu le sens premier sur la table, et quand je dis que j'aime les concepts, c'est plutôt pour dire que l'usage métaphorique d'un terme tend parfois à nous faire
complètement perdre son sens plutôt qu'à nous aider en créant des images, à l'approcher. C'est principalement ça. Et comme nous, on travaille sur des questions de réparation au sens technique, évidemment, parfois, ça fait du bien de revenir au matériel. Sur le cas des smartphones, c'est un exemple de ce que je disais quand j'essayais de présenter mon travail au début de cette conférence. C'est-à-dire que en partant de cette volonté de vouloir retrouver la cause du gaspillage, la cause de la prolifération des déchets, la non-réparabilité d'un objet est une stratégie d'obsolescence. Il y a plein de stratégies. Alors on pense assez souvent, parce qu'en français on va dire obsolescence programmée, alors on va avoir tendance à projeter du coup des sens numériques, programmation, donc on peut avoir en tête, dû à un célèbre documentaire, une puce qui va bloquer une imprimante, ou une mise à jour, un nouveau logiciel qui va ralentir un smartphone. Ce sont des exemples tout à fait valides, mais c'est une partie des exemples possibles. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Et donc dans le cas des questions de réparation, eh bien, ça va être un objet dont les pièces détachées n'existent plus, un objet qu'on ne peut pas démonter, un objet qui de toute façon est impossible à réparer parce que l'écosystème de réparation n'existe plus. Et là aussi, on peut revenir aux questions d'acculturation. C'est-à-dire, j'ai parlé des compétences domestiques, mais on peut aussi parler des économies, tout simplement, des industries de réparation qui ont proliféré et qui aujourd'hui sont vraiment réduits à très très peu de choses, sauf dans certains domaines. Exemple type, le smartphone, comme c'est des objets très chers, ça reste relativement rentable de les réparer. Mais pour une foule d'autres objets, il est moins cher d'acheter du neuf, moins cher et même beaucoup plus facile. C'est-à-dire que les magasins, les boutiques, les commerces n'existent plus pour ça. Et donc, on ne sait tout simplement pas à qui s'adresser. Donc voilà, il y a différentes manières de dire que quelque chose est obsolète. Ça peut être irréparable, et irréparable aussi, ça peut vouloir dire plein de choses. Alors les smartphones, il y a quand même une politique assumée, mais on prend les smartphones, c'est plein d'autres objets. Hein. Effectivement, on pourrait voir les imprimantes ou les tracteurs, j'ai appris ça en t'écoutant la dernière fois, qui sont des objets qui pourraient potentiellement être réparables, mais c'est la firme qui les produit pratique une politique qui rend impossible la réparation. Oui, c'est bien ça. Alors, ça, comme je disais, ça peut être si vous prenez le smartphone, en collant l'arrière des coques pour empêcher d'accéder à la batterie, en mettant des vis propriétaires, c'est-à-dire vous avez un pas de vis. Pour ouvrir ce pas de vis, il faut un tournevis qui n'est pas dans le commerce, parce que le modèle est particulier et unique. Dans le cas des tracteurs, alors là, ça va être ce qu'on appelle parfois l'obsolescence logicielle, c'est-à-dire que pour réparer votre tracteur qui est tellement chargé d'électronique que les principales pannes sont électroniques, vous avez besoin d'accéder à un système informatique qui est propriétaire aussi, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas y accéder sans passer par le service après-vente officiel en l'occurrence John Deere, la marque. Ça existe chez Apple aussi pour les smartphones. Là où l'exemple des tracteurs est très intéressant, c'est que là, on a eu un choc des temporalités, c'est-à-dire que parce que des agriculteurs utilisant ce type de tracteurs se sont retrouvés avec des pannes de leur tracteur à un moment où ils avaient vraiment besoin de l'utiliser, donc proche d'une récolte, proche d'un travail qu'ils devaient faire, ils n'avaient tout simplement pas le temps de faire venir la maintenance ou de se rendre au SAV, et donc ils ont dû hacker leur propre tracteur à l'aide de logiciels inventés par des hackers, trouvés en ligne, etc., pour hacker leur propre matériel, pour pouvoir remettre en fonctionnement le tracteur juste à temps pour la récolte ou un autre travail qu'ils avaient à faire. Donc là, on voit bien comment faire durer les choses, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et cet exemple, moi, il m'intéresse beaucoup, puisqu'évidemment, il met au cœur, moi, ce qui m'intéresse, que oui, je travaille sur les choses, mais moi, je travaille surtout sur les produits et les marchandises, pas les objets en général, vraiment sur les... Et je travaille notamment sur comment, dans un monde qui glorifie la propriété privée, et l'achat, l'achat ne veut pas forcément dire que vous devenez propriétaire. C'est-à-dire, le consumérisme triomphe là où il nous vend des choses qu'on ne possède pas vraiment. Parce qu'on ne peut pas les réparer, parce qu'on doit sans cesse racheter un consommable pour le faire fonctionner, parce que c'est jetable, donc il faut sans cesse le racheter, etc. etc. Et là, moi, je parle sans problème d'aliénation. Jérôme Denis, ce qui est fascinant en lisant vos deux livres, parce qu'évidemment, c'est une problématique qui vous lie, quel que soit l'angle de départ de vos recherches, c'est de découvrir que le débat sur l'obsolescence, en fait, moi, j'en avais pas souvenir, il est tellement récent, il est incroyablement récent
à l'aune de justement tout ce qu'on raconte. C'est-à-dire que on a le sentiment depuis longtemps que les objets sont faits pour pas tenir, mais peut-être qu'on voulait pas y croire et qu'en fait, il y a 10-15 ans seulement, que ce débat apparaît réellement dans l'espace public. Je parle de l'espace public, là. Hein. Oui. Il y a eu, quand même, dans les années 60-70, déjà des choses... et il faut lire la future publication, peut-être. En tout cas, il faut lire la thèse de Jeanne qui raconte ça très très bien et qui, je trouve que ce que tu dis quelque chose de très important, c'est qu'en France en particulier, on a fait croire que c'était un mythe, l'idée de l'obsolescence programmée. Là, le débat pendant un temps a été de dire, mais non. Mais c'est du complotisme, quoi. Alors que c'est dans les livres de management, alors que c'est un modèle économique. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un modèle économique, tout simplement, qui est vraiment basé sur l'idée très simple de dire, mais attends, si quelqu'un achète un truc et qu'il le garde pour toujours, il va pas nous en racheter un, donc nous, on va mourir. Ce qui est une erreur complète et ce qui a tué. Enfin, tout ça, c'est fait. Et c'est très important de le rappeler en tuant une autre économie qui était l'économie des petits réparateurs indépendants, etc. Alors, il y a eu un gros débat quand même. Dans les années 90, c'est très lié au numérique. Le numérique a ravivé ces débats-là autour de la voiture, parce qu'une partie, les garagistes indépendants ont failli perdre l'accès à la voiture, parce que pour des questions de test d'émissions notamment, l'accès au moteur fonctionnait avec une prise standard, comme les tournevis, qui devenait une prise propriétaire. Et à un moment donné, alors que Ford avait essayé de faire ça déjà dans les années 20, les concessionnaires se sont dit, enfin pas les concessionnaires, les fabricants automobiles se sont dit, on va pouvoir reverticaliser, comme on dit, et faire revenir systématiquement les voitures dans nos garages certifiés, comme chez Apple. Hein. Apple a bougé un peu et puis vient de soutenir le droit à la réparation hier, donc les choses sont en train de bouger. Mais donc là, il y a un premier point qui est celui-là. Ça a rebondi. Par contre, ça s'est cristallisé et ça continue de se cristalliser aux États-Unis avec un mouvement qui s'appelle le Right to Repair, le droit à la réparation, qui a été vraiment mené par beaucoup d'associations, notamment ces gens qui venaient de l'automobile, mais par Cal Wins qui a créé iFixit, qui est, si vous avez eu un téléphone ou un ordinateur Apple dans les années 2000, vous le connaissez, parce que le premier truc qu'il fait quand il y en a un qui sort, c'est qu'il démonte tout, il fait une photo, il fait un manuel de réparation. Autre objet propriétaire de propriété privée, c'était les manuels de réparation, qui étaient interdits de faire circuler. Donc ça a essaimé, ça commence à prendre. Biden, il y a 2 ans, a fait un executive order en demandant à la Federal Trade Commission de proposer de commencer à construire une loi. Alors qu'il y a une loi très particulière, parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas faire grand-chose en termes de loi sur le marché. Une loi qui est une loi antitrust, en fait, précisément, pour dire, en fait, c'est John Deere et Apple, qui sont quand même les deux plus problématiques de l'histoire, en tout cas ceux qu'on peut attaquer, on va les interdire d'empêcher les gens de réparer, parce qu'ils empêchent une économie, donc c'est très libéral, hein, évidemment, comme modèle. On dit, il faut qu'on ait plein de petits commerces locaux, c'est de l'emploi non délocalisable, c'est des choses qui sont intéressantes. Hein, dans les tissus, aujourd'hui, dans le monde rural, il reste encore quelques petits magasins où on sait qu'on peut aller faire apporter, il reste encore quelqu'un, mais dans les villes, ça a complètement disparu, sauf pour les smartphones. Et l'enquête de Nicolas Nova et Anaïs Bloch est super intéressante là-dessus, parce que les petits réparateurs d'écrans, notamment, de trucs, ils ont bricolé une espèce d'économie souterraine de la réparation qui est passionnante. Mais malgré tout, aux États-Unis, c'est bien ça l'enjeu, c'est l'antitrust. Au nom un peu du consommateur, mais c'est quand même l'antitrust. Alors qu'en Europe, notamment en grande partie grâce à l'association Halte à l'obsolescence programmée, qui petit à petit a construit quelque chose autour aussi du droit à la réparation. Mais on est en train d'avancer un peu à grands pas quand même, on va voir ce que ça va donner, mais avec une obligation, par exemple, de garder pendant 15 ans les pièces détachées. Mais on voit bien que ça pose d'autres questions tout de suite, évidemment, parce que ces pièces détachées-là, est-ce qu'elles ne vont pas devenir des déchets à un moment donné, parce que ce sera... Comment est-ce qu'on peut produire quelque chose d'intelligent avec ça? Mais malgré tout, pendant 15 ans, ça va être quelque chose qui va quand même radicalement changer par rapport à ce qui existe aujourd'hui, même si 15 ans, c'est pas forcément énorme. Une obligation, même pour les producteurs, après la garantie, d'offrir la possibilité aux consommateurs de réparer leurs objets, et une interdiction de certaines pratiques anti-réparation, un indice de réparabilité qui arrive en France, et aujourd'hui le monde entier se dit que la France est finalement un des pays les plus avancés sur ces questions-là. C'est pas grand-chose, un indice de réparabilité, mais ça dit quand même quelque chose. Et notamment, ça dit, juste pour rebondir sur le point que tu faisais,
ça fait réouvrir un objet, parce qu'au lieu de le regarder comme on se dit, mais est-ce qu'il est réparable ou pas? Et on se pose des questions un peu différentes sur ça. Oui, je voudrais intervenir juste parce que, pour le coup, le débat sur l'obsolescence, pour moi, il a des siècles, en fait. Ce que j'ai étudié dans ma thèse, c'est le débat contemporain, c'est-à-dire au XXIe siècle en France sur l'obsolescence programmée. Il existe aussi au Canada, aux États-Unis. Mais en fait, toute l'histoire du capitalisme s'accompagne de cette réflexion sur est-ce qu'il faut faire durer les choses et à quel moment ça devient rentable de se débarrasser d'un objet. D'abord, les objets de production, les machines, les outils de production au 19e siècle, et puis au 20e siècle, les produits de consommation. Donc, juste pour préciser. Oui, d'ailleurs, c'est absolument. Alors, on peut. Moi, j'ai pas lu la thèse, j'avoue, de Jeanne, mais il y a tu as fait un article qui est disponible sur le site La Vie des idées, lavidiesidées.fr, je crois, où tu racontes tout ça, et c'est stupéfiant parce qu'effectivement, ça occupe les capitalistes depuis le début. Depuis qu'ils ont commencé à bosser. Et d'ailleurs, alors il y a quelque chose aussi que tu mets. Je trouve que c'est très intéressant quand tu dis, effectivement, tu as parlé tout à l'heure de la création des besoins artificiels, de la façon dont notamment la femme devient cette consommatrice parfaite, dont on modèle l'idée de la féminité sur voilà, la belle femme, c'est celle qui a tout ce qu'il y a de neuf, qui est à la mode, etc. Bon, toute cette fabrication-là. Et tu complètes avec l'idée de obsolescence psychologique. Et ça, je trouve ça très intéressant de mettre le terme obsolescence aussi, le séparer d'un mot très concret pour dire que nous aussi, on a ce regard sur les objets qui sont autour de nous. Oui, alors c'est un terme qui n'est pas de moi, mais en fait, depuis tous les débats sur l'obsolescence, on passe notre temps à dire combien il y a de types d'obsolescence. Moi, c'est aussi quelque chose qui, comme mythe ou réalité, ça m'a vite fatiguée. Donc, j'ai essayé de en fait, comme l'obsolescence, par obsolescence, on veut dire stratégie de réduction de la durée de vie des objets. Donc, il peut y avoir plein de stratégies. Si on joue sur le logiciel, appelons ça obsolescence logicielle. Ok, si vous voulez. Par contre, j'ai juste divisé entre obsolescence technique, c'est-à-dire on va effectivement agir sur la matérialité d'un objet ou d'un processus technique pour réduire sa durée de vie. Par contre, obsolescence psychologique, c'est le moment où on va plutôt jouer sur les goûts et les désirs des consommateurs et des consommatrices vis-à-vis d'objets qui pourraient être encore techniquement tout à fait en état de marche, pas usés, etc. Ou pas bloqués, ou pas irréparables. Et donc l'exemple type, évidemment, c'est la mode. Mais en fait, là aussi, et ça c'est des débats sur l'obsolescence qu'on trouve écrits noir sur blanc, et merci d'avoir rappelé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer qu'au XXIe siècle, on a pensé redécouvrir l'obsolescence programmée comme une espèce de scandale caché dans les objets. Et effectivement, les fabricants ont joué ce rôle-là en disant non, pas du tout, c'est du complotisme. Mais en fait, si vous faites cette histoire, on trouve écrit noir sur blanc dans leur manuel de management, de marketing, les revues professionnelles des publicitaires, des débats tout à fait assumés sur comment accélérer la rotation des produits, le renouvellement sur le marché. Et notamment au moment où le design, les designers commencent à se faire embaucher dans les grandes entreprises, il commence à y avoir une profession qui se structure, donc ils ont intérêt à faire de la pub pour leur propre métier. Et là, ils disent ça, en fait, on arrive à un moment où on produit tellement que les marchés sont saturés, les gens sont déjà équipés, donc il faut importer les lois du stylisme parisien. Là, je cite un designer, par exemple, dans le domaine de l'automobile. Et donc là, c'est les années 20-30 aux États-Unis où on commençait à avoir de la couleur, un changement annuel de modèle, un business model qui s'appelle le changement annuel de modèle, qui date les voitures. Alors, Apple n'a rien inventé en numérotant ses iPhones. On date les voitures pour qu'on sache que celle-là, c'est celle de l'an dernier, donc elle est moins bien que celle de cette année. Alors, je vais bientôt donner la parole à la salle. Je voudrais qu'on termine quand même... en se demandant si... Bon, d'abord, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a évité le piège d'essayer de garder le plus longtemps possible vos objets, parce qu'on a bien vu que c'était des questions politiques. On a tout de suite parlé de loi, de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour avoir une action sur la production des objets, et pas seulement il faudrait qu'on fasse tous attention. Je pense que c'est bien qu'on soit passé directement à un niveau plus politique. Et je voudrais vous poser la question par rapport à toute la réflexion qu'il y a aujourd'hui sur le démantèlement, la pensée du démantèlement, Alexandre Monin et tout, qui dit que là où vu où on se trouve, vu l'état de la catastrophe à venir, ce qu'il faut commencer à faire, c'est démanteler. Alors, est-ce que la maintenance, c'est pas une alternative intéressante au démantèlement ? Une alternative, c'est pas certain. C'est par contre, il faut sans doute penser la maintenance avec le démantèlement. Alors,
pour une raison très simple, c'est qu'on n'a peut-être pas dit là, et qui est fondamentale, c'est que la maintenance n'est jamais un statu quo. C'est jamais laisser les choses en l'état. Là, il suffit de suivre n'importe quelle personne qui essaye d'entretenir ou de maintenir un objet. C'est une transformation, toujours. Donc déjà, ça c'est un premier point. C'est pas démanteler ou statu quo. C'est pas ça. Par contre, il y a dans la question de la maintenance ce point qui est de dire que les choses ne durent pas toutes seules d'elles-mêmes. Et que donc, s'il faut politiser le renoncement, pour prendre le titre du dernier livre d'Alexandre, et puis si on prend les travaux d'Alexandre Monin, les travaux qu'il fait avec Diego Landivar et Emmanuel Bonnet, notamment à Grenoble par exemple, et puis à d'autres endroits où ils essayent des choses en disant... La première chose qu'ils montrent, c'est extrêmement compliqué, puisqu'en fait, il y a des tonnes d'interdépendances, de métiers, d'économies, d'attachements complexes, et que ça doit donc être politisé, c'est-à-dire discuté. Mais cette question-là doit pas, c'est pas du tout l'objectif de leurs travaux, mais doit pas laisser de côté le fait que les trucs qui durent, bon ben voilà, c'est pas politique, c'est pas, il y a un enjeu politique et qui est vraiment connecté. C'est là, je pense, où aussi la complémentarité, elle se fait plutôt entre nos deux types de travaux, entre l'action du jetable et de la maintenance, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, à quoi on tient. Enfin, qu'est-ce qu'on veut faire tenir, quoi, à quoi on est tenu et même de quoi est-ce qu'on est responsable, dans le sens très fort qu'utilise Donna Haraway, c'est-à-dire capable de répondre de la durée de certaines choses, y compris problématiques. Comment est-ce qu'on fait, et est-ce qu'on peut vraiment facilement s'en séparer? Non. Du coup, comment est-ce qu'on les maintient, et comment est-ce qu'on assume une forme de maintenance qui est forcément transformatrice? Et alors là, par contre, ça dépasse complètement, en tout cas, les choses qu'on peut faire avec David, parce que on est plutôt du côté des professionnels de la maintenance, et on ne saurait pas rentrer dans ces discussions-là. Quel est le type de démocratie technique qui peut se nourrir de questions liées à la maintenance? Vaste question. Il y a des gens qui font ça, notamment autour des communs, par exemple. Il y a des gens qui posent cette question-là, parce qu'un lieu où on sait que les choses ne tiennent pas tout seuls, ce sont les communs. Dans l'informatique, mais aussi dans les communs, plutôt du côté de l'urbanisme, par exemple. Où là, il y a des travaux qui sont formidables et qui travaille ça, je pense au travail de Sylvia Fredriksson notamment, qui s'engage dans ces choses-là. Et ça, c'est absolument passionnant, parce qu'on voit des formes politiques qui posent cette question de la durée, de cultiver la durée, se rendre responsable des choses qui sont toujours en devenir et inachevées, pour terminer sur Souriau, qui est important dans cette histoire. Jeanne? Oui, moi, le travail d'Alexandre Monin aussi m'a interpellée, parce que voilà, donc là, on dit les choses ne durent pas toutes seules, mais eux, ils disent aussi les choses ne meurent pas toutes seules. Et ça, c'est aussi une des grandes fausses promesses de l'industrie du jetable, de dire, throw away, quoi, balancez-le au loin, et puis il y a un au loin qui existe, il y a un ailleurs dans lequel les choses sont dissoutes. Non, évidemment, les choses ne disparaissent pas. Alors, il y a des travailleurs qui les font non pas disparaître, mais qui les invisibilisent. Et donc, les choses ne meurent pas toutes seules. Et donc, ça, c'est un premier aspect qui m'a interpellée. Et puis aussi, le fait qu'il y a des choses qui sont irrécupérables aussi. Ça c'est irrécupérable au sens même, quand on dit à quelqu'un, t'es irrécupérable, quoi. C'est-à-dire, à la fois, c'est trop usé, trop cassé, on peut même pas le recycler, mais aussi, on n'en veut plus. On veut démanteler des infrastructures polluantes, etc. Donc, c'est des choses qui sont irrécupérables, on veut s'en débarrasser, mais on doit assumer le travail technique, politique, etc., de dire comment on va les faire disparaître. Et même, moi, je me fais piéger en disant les faire disparaître. Rien ne disparaît. Donc, comment on va gérer ce travail qui reste à faire lorsqu'on arrête de croire que les choses disparaissent? Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je suis sûre qu'il va y en avoir plein. Oui, voilà. Alors, Emmanuel est là-bas avec le micro. Les mains se relèvent. Ouais. Oui, relevez les mains, parce que du coup, maintenant qu'Emmanuel ne vous a pas forcément repéré. À propos de certaines tentatives actuelles Excusez-moi, je ne vois pas où vous êtes. Je suis là. Ah voilà, merci. Vous pouvez vous lever, peut-être comme ça Voilà. À propos de tentatives actuelles d'auto-robotisation des humains, notamment, par exemple, des déversements de personnalités dans des ordinateurs. Enfin, tout ça, c'est très futuriste encore. Jacques Attali exprimait la crainte suivante.
en disant qu'il craignait finalement que les hommes préféreraient devenir des choses par crainte de mourir, en fait. Et que le fait de devenir des choses les dispenserait d'une certaine façon de mourir. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai pas lu le texte dans ces extraits. Les dispenserait de mourir. Mourir, pour moi, c'est une catégorie qui est du domaine de la vie, donc qui concerne pas les objets. Donc cette idée qu'en devenant un objet, on passe dans l'éternité, s'oppose tout à fait à ce qu'on essaye de montrer, c'est-à-dire que la durée des choses, de ce qui n'est pas vivant, n'est jamais donnée. Il faut sans cesse la réactualiser, etc. Par contre, ça m'évoque un texte que j'aime beaucoup, qui est un texte de Gunther Anders sur l'obsolescence, qui s'appelle l'obsolescence. On traduit de l'homme, mais des humains, de l'humain, où il parle de la relation à ces objets parfaits, à cette volonté d'être semblable aux objets, et qui crée un sentiment d'obsolescence chez les humains. Bon, les humains qu'il étudie, c'est-à-dire on est au milieu du XXe siècle, il est en exil aux États-Unis, donc on a un boom consumériste et progressiste, et il a l'impression que ses compagnons, les gens qu'il croise, sont mal à l'aise avec leur humanité, ont honte de leur humanité face à la perfection des machines qu'ils ont fabriquées. Et il appelle ça l'obsolescence humaine. Et ça touche à un phénomène technique qui est assez classique, c'est que quand vous créez un objet technique ou que vous commencez à adopter un objet technique qui fonctionne mieux que votre corps seul, forcément, ça devient une extension de votre corps et vous vous sentez diminué sans cet objet. Et vous perdez les compétences que vous aviez mises en place quand cet objet n'était pas là. Donc il y a une obsolescence de nos compétences au fur et à mesure qu'on s'équipe de techniques. Et ce que Anders rajoute et qui est propre à son époque, parce que ce que je dis sur l'obsolescence des compétences, c'est propre aux faits techniques, mais ce qui est propre à l'époque d'Anders, c'est cette idée que le corps humain est vraiment une toute petite chose et qu'on devrait en avoir honte. Et ça me semble aller un peu dans la même idée, cette idée qu'on préférerait être un objet plutôt qu'un corps humain. Mais pour moi, c'est une conséquence du progressisme et de la fascination pour les objets techniques. Oui, mais pour moi, il y a... Comment dire ? Immortel. Mais il y a une mésinterprétation du sens du mot durée dans ce fantasme. C'est ce que montrent très bien les travaux de Jérôme et de David, c'est qu'il n'y a pas de durée des objets en soi et que c'est un phénomène humain et de relation à l'objet qui est absurde si on veut s'effacer derrière un objet. Voilà. Oui, monsieur. Oui, par rapport quand on maintient quelque chose, finalement, on ne maintient pas la chose dans le sens matériel, mais on maintient tout en face. L'exemple de la photocopieuse ou le tracteur, etc., ce qui est maintenu, c'est l'activité, c'est les choses qu'on fait avec, en fait. Alors, quelquefois, ça propose une autre manière de comprendre qu'est-ce que c'est un objet qui est bien au-delà de la matière. C'est une réflexion, mais j'ai pensé à ça parce que j'ai pensé, et je ne suis pas francophone, c'est quoi pour vous la différence entre, je crois qu'en lisant le livre, je me posais la même question, entre maintenir et entretenir, et à quelle mesure c'est... Alors on n'aime pas trop les définitions, nous non plus. Que c'est pratique. Oui, non, mais parce qu'il n'y a pas de... et puis alors pour le dire plus simplement, il n'y a pas de différence, il y a plein de manières de maintenir. Simplement, nous, ce qu'on a essayé de faire dans le livre, qui est aussi, du coup, sa faiblesse, c'est de se dire, remontons à une question anthropologique. On n'a pas arrêté de nous parler de l'homo faber en disant que le propre de l'humain, c'est de fabriquer des choses. Et puis, on a vraiment complètement négligé le fait qu'un des propres de l'humain peut-être, enfin non d'ailleurs non, c'est une bêtise, mais en tout cas et de certains animaux, c'est d'entretenir ou de maintenir ou de rapiécer, on parlait des rapiéceurs ou de raccommoder, etc. Donc il y a deux choses, ce serait une même préoccupation, une inquiétude de soin, parce que prendre soin c'est se soucier d'eux, une inquiétude de la fragilité matérielle et une participation au devenir des choses. Donc là, version, si on prend des grands mots, une inquiétude, une préoccupation très simple qui est on essaye de faire durer. Mais il y a plein de manières très, 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 très différentes. Parce qu'on essaye de faire durer
ce bâtiment, mon ami Cornelia Hummel qui est là, essaye de faire durer à peu près correctement sa magnifique Mustang en s'inquiétant énormément pour elle, mais en la faisant durer, il faut qu'elle la conduise par exemple, ou alors on essaye de faire durer son téléphone malgré plein de choses. Donc c'est des choses très très différentes. Et là tous les termes sont super intéressants, parce que entretenir, nettoyer, rapiécer, raccommoder, etc., ils sont tous et réparés, pris dans cette série. Voilà, ils sont pris dans des séries. Ce qui est sans doute important là dans cette histoire-là, c'est que ils vont effectivement avec des mondes. Ils sont pris dans des activités, ils sont pris avec des métiers, ils sont pris avec des matières, avec des matériaux qui eux-mêmes sont en toute constante transformation, avec donc des circuits d'approvisionnement, etc. Donc effectivement, c'est-à-dire que c'est certainement pas au chercheur ou à la chercheuse de dire alors en fait là on maintient ça plus ça plus ça. Par contre, dès qu'on suit des personnes qui maintiennent, dans leur situation particulière, on découvre les fils qu'eux-mêmes tissent, les problèmes qu'ils ont en fait, y compris la manière dont ils problématisent la question de la durée. Parce que y a des choses que certains essayent de faire durer quasiment pour toujours, d'autres dont on essaie de faire ralentir l'usure par exemple, d'autres qu'on voudrait juste un tout petit peu... il y a plusieurs exemples de ce type-là. Donc c'est une diversité. Donc je ne voulais pas botter en touche, mais c'est parce que tous ces termes-là sont aussi très très intéressants. Ils ont leur histoire, ils ont leur métier souvent, et on peut aller, ça mériterait. C'est aussi vraiment l'idée de ce travail-là qui est fait. On mentionne plein d'autres collègues qui commencent à s'intéresser à ces questions-là. En fait, c'est un champ immense. Le nombre d'activités qu'on pourrait aller regarder et d'objets qu'on pourrait regarder avec cette question-là, exactement comme la question du jetable et la question des marchandises. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des listes comme ça d'objets en disant j'en rajoute un, c'est rigolo. Chaque objet que toi tu prends dans ton bouquin ouvre des questions qui sont propres aussi. Enfin, chaque marchandise et chaque produit ouvre des questions propres. Et ça, la diversité est absolument essentielle, même si on essaye de ramasser ça dans des questions un peu communes. Je ne sais pas si ça m'évoque plein de choses en fait. Je me dis que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'aimais pas trop ce mot de réparer, parce qu'en fait, c'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'en fait, il existe plein de mots qui veulent dire réparer, mais qui sont propres à chaque objet. Donc rapiécer, raccommoder, restaurer, etc. Donc en fait, on pourrait faire l'hypothèse que quand la réparation était plus répandue, on avait peut-être une plus grande diversité, une plus grande richesse de vocabulaire qui pourrait refléter cette plus grande richesse technique. Je sais l'hypothèse, je pense à haute là, mais je ne sais pas où ça pourrait nous conduire. Mais c'est peut-être effectivement une terminologie plus précise, peut-être infinie, mais les objets, c'est infini. Oui, alors ça répond un petit peu à ma question que j'avais. Toujours est-il quand même que je voulais ramener au Code civil français, puisqu'on parlait de chiens et de chats ces derniers jours aussi, qui en fait sont en statut, dans le Code civil, dans le statut juridique, ils ne sont plus objets depuis peu. Et la question de l'objet, on la place là où elle nous arrange dans l'histoire humaine. On sait très bien que l'humain a été objet aussi, évidemment. Aujourd'hui, l'agriculture intensive, on sait très bien aussi qu'on ne considère pas le vivant, mais l'objet qui va nous servir à nous substanter de quelconque façon, etc. En tout cas, alors je ne suis pas du tout philosophe ni spécialiste de ce dont je vous parle, mais vous ne l'avez pas mentionné. En tout cas, la relation de Bruno Latour à l'objet, qui est intéressante, mais qui fait partie d'une école qui s'appelle le OOO, Oriented Object Ontology, avec Graham Hartman, Timothy Morton, Jane Bennett, etc., les nouveaux matérialistes qui sont quand même une philosophie assez importante sur la relation à l'objet et à l'écologie. Et enfin, vous avez parlé de travail invisible, évidemment, on peut... je veux dire, Camille Toledo aussi parle, et tout ce mouvement aussi sur est-ce qu'un fleuve peut être considéré autre chose. Alors, est-ce que c'est un objet, un élément, en tout cas, lui donner une personnalité humaine, hein, donc on n'est plus entre l'objet, etc. Voilà. Je me perds un petit peu, je suis désolée, c'est l'émotion. Voilà. Mais voilà, je voulais un petit peu avoir votre avis là-dessus, par exemple, sur le travail invisible des abeilles, tout simplement. Le travailleur invisible qui entretient... Alors, on s'éloigne du soin des choses beaucoup, là, quand même. Oui, bien sûr, mais c'est du travail invisible et l'entretien et la réparation. Qu'est-ce qu'on considère objet ou pas? Et par rapport à la philosophie, ce courant américain dont Bruno Latour fait partie,
où est-ce que vous vous situez? Ok, Merci. je peux répondre moi sur la partie réification des vivants, humains et non humains. Il est clair que l'histoire du capitalisme est une histoire de réification de ces non-objets. Si je peux dire. Et cette réification, moi je rappellerai toujours que c'est d'abord une marchandisation. Hein, c'est pour profiter de la force de travail, que ce soit un travail productif, un travail du sexe ou autre chose, qu'on réifie. Et c'est toujours pour s'approprier une force de travail. Et ces questions de l'esclavage au cœur du capitalisme, elles sont évidemment très contemporaines. On parle de smartphone. C'est une industrie qui est fondée sur l'esclavage, que ce soit l'esclavage pour extraire des minerais ou l'esclavage pour assembler. Bonjour. Alors, il y a beaucoup de choses sur ces questions-là. Sur le new materialisme, déjà, je ne suis pas sûr que Latour dirait lui-même qu'il appartenait au loin de là. Non, mais il y a peut-être une manière simple de répondre à cette question-là, qu'on essaye, nous, de travailler le plus modestement possible, parce qu'on n'est pas non plus philosophe, mais c'est l'intérêt de cette super collection qu'a fondé Mathieu Pot de Bonneville et cofondé Mathieu Pot de Bonneville et Yves Citon. C'est de faire croire à des gens, d'avoir le droit de faire croire qu'ils sont philosophes en faisant un peu de terrain, beaucoup de terrain, on va dire, et un peu de philosophie. On se dit, tiens, et Latour avait complètement fait partie de cette discussion, aussi avec Souriau, c'est, bon, si on essaye de faire, mais juste pour penser, pas pour réifier à nouveau, une différence entre les objets et les choses, qu'est-ce qui se passe? Et les mainteneurs, nous, ce qu'on essaye de raconter, c'est comment les mainteneuses et les mainteneurs, justement, n'ont pas en face d'eux des objets, des trucs comme ça qui sont finis, figés, soi-disant, voilà, qui durent toujours, ou qu'il suffit de jeter puis qui disparaissent, etc. Ils les traitent en choses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les traiter en choses? Précisément, c'est non pas nous s'inspirer de Bennett, etc., mais les mainteneurs, ils font du Karen Barad. Les mainteneurs font du Bennett, c'est-à-dire ils savent ce qui est vivant dans l'objet, ils savent l'interaction qu'il y a dans la matière. Donc les mainteneurs peuvent même nous apprendre à faire du nouveau matérialisme, parce qu'ils sont nouveaux matérialistes. Mais sauf que c'est leur problème, c'est les savoir situer, c'est pas pour penser la vitalité du monde, etc. Donc ça c'est peut-être... voilà. Enfin, si, pour partir sur la question des personnes, c'est là où la question peut-être de la discussion avec le Caire aussi et les théories féministes du Caire est très intéressante, parce que il y a finalement il y a une symétrie entre objet-chose et corps et personne. La question du soin, l'enjeu principal de la question du Caire, c'est de sortir notamment des endroits où ce sont des corps qui sont soignés et non pas des personnes. Alors il faut faire très attention à ce genre de symétrie, mais il y a des choses intéressantes à raconter à ça, qui est notamment l'idée que que la matière des corps ou la matière des objets se transforme, que l'usure est quelque chose avec lequel, je voulais absolument citer Rotor, dont Bénédicte Zitounia fait partie, on peut être diplomate, on peut faire de la diplomatie de l'usure, c'est-à-dire accepter une forme d'usure jusqu'à un certain point. Sur nos corps d'êtres humains et sur le corps des objets, on peut le faire aussi. Donc il y a des connexions possibles, et il y a des luttes politiques qui sont finalement assez proches. On ne peut pas aller jusqu'au bout de cette symétrie, évidemment, mais il y a des choses assez proches. Et il y a des inspirations à prendre des deux côtés, sans doute. Bonsoir, merci beaucoup pour cet échange. Je voudrais simplement rajouter 2 dimensions qui, peut-être, me permet à moi de dire que le passage des choses à l'objet, c'est la dimension d'affectation du monde, et qui nous permet de parler quelque chose qui était assez absent dans votre échange, à savoir l'enchantement du monde et le symbolique. Parce que pour parler aussi de la place de l'urbain, qui n'a pas du tout été évoquée, aujourd'hui on peut dire que nous sommes en train de fabriquer des villes choses qui seront des villes intelligentes qu'on pourra jeter quand on n'aura plus besoin. Mais bon, là n'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que quand on pense à ce que vous avez dit en introduction, nous ne sommes pas dans la même logique que le vivant, etc. Je pense qu'au contraire, dès qu'on reprend ce que vous disiez, Jeanne, à savoir on a besoin de médiatiser une relation, et ça se fait qu'à travers des objets, eh bien on arrive tout de suite au fait que et en s'appuyant aussi sur la grande citation d'Ettore Sottsass qui a traversé tout le XXe siècle. Quand je dessine un banc, je ne dessine pas un dispositif physique ou un design, je donne un prétexte à la rencontre.
on en arrive à valoriser ce qui est le plus essentiel dans la maintenance d'un objet, à savoir sa capacité à être appropriée. Et pour qu'il soit approprié, il faut que la dimension symbolique de cet objet soit repérable, échangeable, appropriable, pour que, du coup, on ait besoin de le faire circuler, on ait besoin de le maintenir, on ait besoin de le réparer. Alors, j'ai plus en tête la technique japonaise qui répare les bols avec ses fils dorés, mais au fond, on n'est pas très éloigné de tout ça. Et je pense qu'une des façons de relier votre débat au vivant, c'est de se dire que si on réenchantait un peu le monde des choses en leur donnant une qualité très affective, affectée, d'échanges et d'échanges symboliques à travers nos usages, eh bien, on en arriverait à peut-être moins s'en dispenser. Et peut-être que ça nous permettrait de reprendre tout ce processus d'appropriation qui est peut-être la condition de la maintenance des objets. Voilà, parce que pour moi, un smartphone, c'est pas un objet, c'est un truc de service. Alors bien sûr, les Japonais ont rajouté des tas de porte-clés, de trucs de machin pour se l'approprier et faire en sorte qu'on l'identifie à un individu, mais ça reste du service. Et tant qu'on est dans une société de service, eh ben, on s'en foutra totalement et des objets, et des choses, et de tous les dispositifs que l'homme est amené à produire pour échanger, effectivement, gagner de plus en plus de fric sur n'importe quel type de prétexte. Oui, alors je peux répondre sur ce terrain du symbolique. Pour moi, le terrain du symbolique est important. Enfin, je le mets à distance au sens où j'en fais pas ma méthode, c'est-à-dire que je suis pas dans une sémiologie de la société de consommation comme on a eu dans les années 70 avec les Baudrillard et compagnie. Pourquoi ? Parce que je pense que le symbolique, c'est une industrie, en fait. C'est une industrie de la production de sens autour des objets. Ça s'appelle la publicité, la communication commerciale en général. Et se battre avec leur... Enfin, je veux pas utiliser leurs propres armes pour justement mettre à distance cette production de sens autour des objets et regarder comment elle évolue, comment elle est, comme je disais au début, opportuniste, c'est-à-dire à un moment donné, on va donner à cet objet ce sens-là, et puis à tel autre moment, on va donner ce sens-là. Pourquoi ? Parce que la population a évolué. Donc il faut, donc c'est le rôle. Hein, c'est vraiment des métiers de chasseurs de tendances, d'observer ce qui marche à un moment donné comme discours. Alors, aujourd'hui, c'est l'écologie et le féministe. Ça tombe bien, nos produits sont écologistes et LGBT friendly. Donc en fait, la production de sens autour des objets, c'est une industrie et il faut l'observer comme telle. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de donner du sens à nos objets de façon indépendante. On passe notre temps à faire ça. Par contre, on sait s'approprier des objets, on aime nos objets, et c'est ça, moi, qui m'intéresse, parce qu'on peut supposer que pour qu'on ait envie de faire durer les choses, il faut qu'on ait une certaine affection pour eux, c'est ce que vous disiez. Par contre, pour qu'on ait une affection pour nos objets, il faut qu'on soit capable aussi d'observer la généalogie capitaliste du sens attribué aux objets. Et malheureusement, encore une fois, nous, on vit ça de façon assez spontanée, de faire que nos objets nous parlent, qu'on les aime, qu'ils aient du sens pour nous. Mais il y a une industrie qui est fondée autour du fait d'influencer ça. Et donc, c'est très difficile d'être capable, à un moment donné, de savoir comment ma perception, ma symbolique autour d'un objet ne va pas être en proie à un changement permanent qui est cette obsolescence psychologique dont on parlait tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment un champ de bataille, ce domaine du symbolique. Moi, je ne peux pas dire que ça a disparu parce qu'on est dans un monde de services. Ce n'est pas vrai pour moi. On n'est pas dans un monde où les objets ne rendent que des services. C'est très utile de les réduire aux services, par exemple, produits jetables. À usage unique, un usage et ça marche. Ça existe, c'est une des manières de qualifier et de valoriser le jetable, mais c'est une parmi tellement d'autres. On va dire que c'est pratique, c'est hygiénique, mais ça peut être plein d'autres choses aussi. Un exemple, les gobelets jetables, typiquement américain, les gobelets jetables rouges, Solo Cup, oui, c'est du usage unique, c'est pratique, c'est propre, est-ce que vous voulez de boire dans un seul gobelet. En attendant, aux États-Unis, c'est un symbole des États-Unis. C'est un symbole de la fête, c'est un symbole de la jeunesse, cet objet-là. Donc tout ce symbolisme est évidemment le résultat d'une industrie culturelle, d'une industrie médiatique, d'une industrie publicitaire. Il faut faire cette généalogie-là sans être soi-même dans une approche sémiotique, parce que dans ce cas-là, on perd totalement la matérialité des objets qui nous intéressent, mais en montrant bien, du coup, d'où viennent nos imaginaires des techniques et comment ils évoluent, à quel rythme ils évoluent et pourquoi ça va de plus en plus vite.
Merci. Je rajouterais juste 2 mots, parce que je suis, pour d'autres raisons, mais que je partage complètement celle-là, un peu handicapé du symbolisme, moi aussi, c'est dû à mon latourisme maladif, et David est dans la même position. Mais par contre, dans l'affect, il y a autre chose que du symbole. Hein. C'est une très belle piste, parce que ce qu'on peut essayer de créer, par contre, c'est des formes d'attachement. L'attachement, c'est c'est peut-être pas tout à fait appropriation, ou alors dans le sens très complexe de se rendre propre à, qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais l'attachement, c'est aussi être attaché à, et donc être responsable et créer et fabriquer, notamment en ville, notamment dans l'urbain, des formes, des matières dont on se doit d'être responsable, dont on se fait les obliger d'une certaine manière. Ces objets-là et le monde qui va avec, là c'est une piste qui est très intéressante. Et c'est une piste qui est liée à la question de l'affectation. Et se laisser affecter par ce type, notamment la transformation à l'usure, etc. Mais voilà, on l'aurait compris, on est moins dans la question du symbolisme. Là, on va pouvoir prendre une dernière question et ensuite il faudra quitter la salle. Bonsoir. Merci, tout ça est très riche et j'aurais aimé apporter une ou deux autres notions que vous avez fini quand même justement par évoquer. J'ai entendu parler d'aimer, un ou des objets, d'attachement. En fait, j'ai pensé à 2 objets. Alors, j'hésitais à raconter la petite histoire du fait d'avoir oublié ma tondeuse électrique pour la barbe cet été, puis à un moment, ça m'a manqué, donc pour débroussailler tout ça, je suis allé trouver quelque chose de mécanique dans la maison familiale. Ma tante m'a aidé à trouver ça. C'était celle du grand-père, et il y avait des poils dedans. Donc j'étais assez ambivalent parce que plutôt proche du dégoût. Et je me suis quand même décidé à dévisser une première chose, puis une deuxième, etc. Et j'ai fini par voir sur la table qu'il y avait 9 pièces dans une tondeuse mécanique qui avait beaucoup plus que mon âge. Et je les ai nettoyées, tout simplement. J'ai remonté ça, j'ai mis un petit peu d'huile qu'elle m'a donnée d'une machine à épiler. Et je l'ai essayé et ça marchait du tonnerre. Et donc je l'adopterai. Je l'ai déjà adopté. Je vais oublier la tondeuse électrique que j'avais. Donc là, il y a un attachement, alors, qui peut être par l'affiliation, mais pas vraiment, je crois, parce que ce grand-père, je ne l'ai pas connu, je n'ai pas un attachement particulier, qui est plutôt voilà, dans la durée. Mais ce n'est pas cette histoire que je voulais raconter, c'est quelque chose d'un peu plus universel. C'est l'attachement à mon vélo. En fait, j'aime mon vélo. Et ce vélo, et pourtant, il provient... il a une marque qui s'appelle Decathlon, que peut-être vous connaissez. Donc, il provient un pur produit de marchandise. Et pourtant, peut-être qu'on peut avoir un rapport différent. Il a plus de 25 ans, je crois. Je l'ai acheté d'occasion, de deuxième main, ou j'en sais rien. Avec un avantage économique très certain. Je le traîne, et j'ai un peu honte de l'avoir délaissé à certains moments. J'en ai même acheté un autre, j'ai vraiment honte, parce que je n'avais pas des vitesses assez faciles pour enchaîner quelques cols dans les Alpes. Donc j'ai essayé pendant un moment de changer la cassette, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire mettre un plus gros pignon sur la roue arrière. Je suis allé voir plusieurs professionnels, on a eu du mal à trouver tout ça. Et donc j'ai quand même acheté un pignon, je croyais que ça allait, puis il y a un truc. Bref, il faudrait passer un coup de meuleuse, je ne l'ai pas encore fait, mais comme ce vélo, je l'ai repris là pour faire un voyage de 4 jours, je me suis réattaché à lui. Et en fait, ce pignon, je vais me décider à aller voir une petite association de réparation de vélo et on va meuler le petit machin qui coince pour en faire un vélo qui m'amènera plus loin en montagne et plus longtemps. D'où la question. J'ai pas tout à fait fini. Et ce que j'aime dans ce vélo, c'est sa beauté, et comme dans la tondeuse mécanique. Alors la beauté, ça tient à quoi ? On peut voir plein de choses, la beauté visuelle, la beauté des formes, etc. Tout ce dont s'occupe le design. Je pense que là où l'attachement est le plus fort à cette beauté, c'est une beauté fonctionnelle. C'est un rapport entre ce que ça me permet, ma capacité d'agir avec ça, l'économie des moyens employés, qu'ils soient matériels, en termes de ressources, le nombre de pièces, etc. Et voilà.
quand je suis sur mon vélo, en fait, je suis sur tous les vélos du monde, notamment parce que ce vélo, il a exactement la même géométrie qui a été inventée il y a plus de 100 ans. Et ça a créé de nouveaux gestes. Personne n'était en équilibre sur 2 roues. On n'imaginait pas que ça puisse exister avant. Donc, ce que je veux juste te dire, Emmanuel, je m'arrête là, c'est que, des objets, on peut les trouver beaux, et que du coup, la responsabilité, le travail, tout ça, c'est aussi, et avant tout, ça peut être, surtout en amateur, de la joie. Et que donc, c'est pas lourd et c'est pas pesant, cet attachement. Du coup, c'est les objets qui nous donnent quelque chose plutôt qu'à leur donner du symbolique ou je ne sais quoi. Moi, je parle de sensation, là, beaucoup plus matériel et direct. Ouais, plus de sensation. Voilà. Donc, de la beauté et de l'amour, j'en trouve dans quelques objets et ça fait du bien. Merci. Oui. Peut-être c'était pas vraiment une question, donc je vais pas apporter de réponse, juste quelques commentaires sur ces témoignages. Quand on est habitué, comme Jérôme et moi, à faire des conférences sur les objets, l'obsolescence, on a des témoignages, on a des récits. Alors, on parlait beaucoup d'histoires et de récits pendant ce cycle de conférences, donc voilà, exemple type. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, ces histoires sont plutôt des aventures. Il y a eu une panne, il a fallu passer par plein d'enquêtes, il a fallu avoir plusieurs étapes vers la quête, vers la réparation, et à la fin, le dénouement final. Donc c'est plutôt le modèle de l'aventure. Là, vous êtes plutôt dans le modèle de la romance, hein. Puisqu'on parle d'affect, etc. Mais c'est très intéressant parce qu'encore une fois, moi je fais de la critique du consumérisme et donc je parle du rapport aux objets comme marchandises. Et ça ne veut pas dire que n'existe pas le rapport aux objets qui ne sont pas des marchandises. Au contraire, ça m'intéresse par contraste de voir ce que l'on perd avec cette prolifération des marchandises. Jérôme disait au début de cette conférence, il faut que les objets durent pour faire société. Moi, la question qui m'a fait commencer mon travail, mais elle n'est pas venue de la tour, pour le coup, elle est venue de ma lecture d'Arendt, c'était s'il faut durer pour faire société, dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a plus de société quand rien ne dure ? Qu'est-ce que nous font ces produits jetables ou sans cesse neufs, sans cesse à racheter ? Donc voilà, ce genre de témoignage permet de montrer qu'effectivement, il y a un autre rapport aux objets. Hein. Tout n'est pas que consumérisme, heureusement, et il faut observer, écouter ce genre d'expérience pour savoir ce que l'on perd et ce que l'on doit garder, ce à quoi il faut faire attention et ce qu'il faut essayer de sauver. Et donc, dans cette romance que vous racontez, effectivement, cet amour vient de la beauté, mais je pense aussi du plaisir physique, de la sensation, hein, vous l'avez dit, les proprioceptions, on dit la sensation que le corps fonctionne avec un objet technique et que ça marche, contrairement à cette imprimante qui résiste. Hein. Ouais, ça marche, ça fonctionne, c'est un plaisir charnel et évidemment, ça existe. Et puis je pense aussi, et là c'est plus moi ce qui va m'intéresser, il y a aussi un rapport à la question économique, pas seulement technique, c'est le plaisir de l'autonomie. C'est-à-dire que oui, dans le rasoir de votre grand-père, il va y avoir de la beauté, peut-être un sentiment de filiation, des récits accrochés à ça, une impression d'avoir fait une découverte dans une maison quelque part. Mais il y a aussi tout simplement le plaisir de l'autonomie, d'avoir réussi à trouver cet objet, d'être pas passé par le marché pour le trouver, d'avoir réussi à le remettre en état par soi-même, de se sentir libéré du marché, du fait de ne pas avoir à acheter des rasoirs jetables. Parce que pour le coup, les rasoirs, c'est un des domaines dans lesquels le jetable a explosé et qui a fait que c'est devenu un modèle économique convaincant. Ne pas avoir sans cesse à recourir au marché, mais vous êtes en vacances, vous avez oublié votre rasoir et là, hop, vous n'avez même pas besoin d'aller au supermarché. Donc c'est cette autonomie, moi, que je trouve très intéressante et qui est anticonsumériste, évidemment. Toute petite dernière chose et un rebond pour peut-être requalifier cette autonomie-là, qui est une autonomie collective en fait, hein, puisque c'est avec alors votre grand-mère ou votre grand-tante, c'est avec le réparateur, c'est avec la meuleuse, et c'est une recomposition qui se constitue dans ce rapport-là. Ça c'est vraiment très important, et c'est ce que aussi une partie des travaux sur le soin ont montré, c'est-à-dire c'est une reconfiguration, mais via d'autres liens possibles, et puis les histoires, et se faire les relayeurs de ces histoires-là, c'est extrêmement important parce que c'est dans l'idée, on ne peut pas monter en généralité, il faut raconter ces histoires-là, c'est très important, y compris pour dire qu'on peut aimer des objets qui effectivement sont ordinaires, voire comme un vélo Décathlon, on pourrait dire non mais ça, un des gros problèmes qu'avait Heidegger par exemple quand il voulait distinguer lui les objets des choses, c'est qu'il les définissait, quoi. Il disait ça c'est pas bien, c'est un objet, bon en l'occurrence c'est un peu compliqué effectivement celui-là, mais par contre ça c'est fait par un artisan, mais il faisait un tri décidé déjà par le philosophe et puis immuable.
Le vélo Décathlon est un merveilleux exemple pour montrer qu'on peut en faire des choses différentes que simplement l'utiliser sans le faire durer ou en ayant honte parce qu'il a été fait comme ci, comme ça, etc. Donc c'est une formidable histoire qui va rester dans notre collection d'histoires. Oui, je peux rajouter encore quelque chose. Évidemment, par autonome, je ne voulais pas dire seul. Hein. Et c'est très important de le souligner parce que ça nous ramène à la question du soin. Et c'est Cara Daguette, qu'on a entendu cet après-midi, qui disait la semaine dernière dans notre festival où j'ai eu la chance de l'entendre, qui disait que l'écologie ou les enjeux féministes, c'était prendre le soin, c'était ce qui nous lie à nos interdépendances. Et évidemment, quand on prend soin des objets et qu'on le fait avec une approche écologiste, féministe, etc., c'est pas s'abstraire de toute dépendance, ça n'existe pas. C'est une promesse libertarienne, individualiste, qui fait très bien fonctionner le marché. Vivons chacun seul, comme ça on devra s'équiper en tout. Et on va tout acheter. Donc au contraire, partager les objets, les réparer, on sait que ça crée du lien et ça permet de choisir les dépendances qu'on veut. Si on ne veut pas une dépendance au marché, on préfère avoir une dépendance à mon grand-père, même s'il est plus vivant. Donc voilà, dans une écologie de l'attention et une réflexion sur ce soin, il y a la question du choix des interdépendances qu'on va avoir avec les objets et les humains qui les entourent, qui en prennent soin. Voilà. Merci. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier mon hôte, les personnes qui m'hébergent et qui m'ont aidé à réparer mon vélo ce matin. Merci beaucoup.